Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective Ida Lupino, actrice-réalisatrice, donc une sélection de ses films en tant qu'actrice, pas tous, et par contre en tant que réalisatrice on a évidemment programmé tous ses longs métrages, c'est-à-dire 7, dont aujourd'hui Never Fear qui est son deuxième long métrage et le premier pour lequel elle est vraiment créditée en tant que réalisatrice, et ça on va y revenir avec Yola Le Guenec, Yola qui est juste à côté de moi. Yola, en quelques mots, tu as beaucoup travaillé sur un cinéaste qu'on a rendu hommage à la Cinémathèque il n'y a pas si longtemps, qui est Georges Cukor. Tu lui as même consacré une thèse sur le féminin dans son cinéma, et Ida Lupino, qui est un aussi de tes sujets de prédilection. Tu prépares un livre sur Ida Lupino, tu as écrit des articles sur elle, à la fois dans Positif et aussi au moment de la rétrospective que le FEMA, le Festival de La Rochelle, lui a consacré. Et tu es l'une de celles des spécialistes d'Ida Lupino en France, tu as réhabilité son œuvre. Je précise à cette occasion, si vous voulez prolonger la rétrospective, qu'un coffret Blu-ray DVD a été édité au Film du Camélia, donc vous pouvez retrouver 4 films, 4 longs métrages réalisés par Ida Lupino, et Yola Le Guenec y a contribué en proposant à chaque fois une présentation développée par film. Yola, avant de voir le film, alors on va avoir l'occasion de parler de ce film à l'issue de la projection, mais est-ce qu'avant de voir le film, tu veux dire quelques mots sur Ida Lupino et sur Never Fear? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Isaac, merci à la Cinémathèque française aussi, Bernard Benoliel, d'avoir renouvelé votre confiance en m'invitant pour Ida Lupino, qui est effectivement, avec Georges Cukor, voilà, mes deux approches, on va dire d'Hollywood, mes deux portes, mes deux fenêtres plutôt sur Hollywood. On en parlera tout à l'heure de ce rapport à Ida Lupino et pourquoi cette fenêtre hollywoodienne, mais je vais pour le moment introduire rapidement Never Fear, Faire face. Et pour l'introduire, je vais me placer sur l'esthétique de la réception, essayer voilà, qu'on se projette et qu'on comprenne comment Ida Lupino est arrivée en France. Donc, pour le film Faire face que vous allez voir, eh bien, il est arrivé sur les écrans. On a une trace en 1971, où il est programmé avec Avant de t'aimer. Voilà, il reste très peu de temps sur les écrans. Mais Gérard Legrand, donc, qui est un poète surréaliste, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui était aussi chroniqueur dans Positif, a le temps de faire un très beau texte qui s'appelle La corde sensible sur ses 2 premiers films d'Ida Lupino. Et il va mentionner Hard, Fast and Beautiful comme justement la 3e partie de la trilogie Forest de l'œuvre de Lupino, mais il regrette de ne pas l'avoir vu. Donc voilà, mais on le connaît. Il ne mentionne pas les autres films. Qu'est-ce qu'il formule dans ce texte? Je ne vais pas vous le résumer, mais il va énoncer et nous apprendre autre chose, c'est que en fait, Avant de t'aimer avait déjà été vu en 1951. C'est-à-dire que Ida Lupino est arrivée en France en 1951, très peu de temps après la réalisation de son premier film en 1949. Et le film arrive en version française. C'est-à-dire, quand je dis Avant de t'aimer, c'est vraiment la façon dont le film a été intitulé ou titré sur les affiches dans les salles. Ce qu'il dit, c'est que tout le monde a beaucoup pleuré en voyant Avant de t'aimer. Et ils attribuaient ces pleurs à Elmer Clifton, parce que c'est Elmer Clifton qui est crédité sur le film. Et la société de production qui est inscrite sur les cartons à l'ouverture de Avant de t'aimer, on pourra y revenir, c'est Emerald Productions. Donc il y a un petit passage à éclaircir entre Emerald Productions et les filmmakers. Donc eux, ils ont ça, mais ils voient quand même Ida Lupino sur les cartons. Donc ils associent à Ida Lupino. Malgré tout, ce film, ils vont apprendre progressivement, donc là, je n'ai pas précisé temporellement, mais que Elmer Clifton est tombé malade. Il a eu des problèmes cardiaques assez importants après 3 jours de tournage sur Avant de t'aimer. Et que finalement, ces pleurs qu'ils ont versés, eh bien, c'était à Ida Lupino qui les devait. Quand en 71, Never Fear arrive, c'est pas encore Faire face, eh bien, ils ont une attente. Ils ont une attente parce qu'ils savent que c'est un film d'Ida Lupino et que c'est la même personne qui a fait Avant de t'aimer. Ils sont pas du tout déçus.
Voilà, c'est ce rapport-là en réception que je voulais vous expliquer, parce que Avant de t'aimer et Faire face sont deux films qui, dans la réception d'Italo Pino en France, fonctionnent ensemble. Et effectivement, c'est probablement un diptyque. Il y a la trilogie Forest, mais c'est un diptyque, c'est-à-dire qu'ils sont les faces, les deux faces du même film. À tel point, je pense que Italo Pino, en fait, à partir de Avant de t'aimer et Faire face, réalise un troisième film qui est son véritable film, qui contient les clés de ce que j'appelle la poétique lupinienne, puisque sur Avant de t'aimer, elle est co-scénariste, sur Faire face, elle est co-scénariste, et c'est elle qui va faire le lien entre les deux films. Donc c'est là le troisième film qu'elle réalise. Elle investit tous ces films de son vécu. Vous pourrez la voir d'ailleurs dans Faire face. On reviendra sur son apparition si vous voulez, si vous la trouvez. Mais je vais m'arrêter rapidement sur les deux titres dans leur forme originale, Not Wanted et Never Fear. Not Wanted, en fait, ça parle du rapport d'Italo Pino aussi à ce film qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas initialement réaliser Avant de t'aimer. Elle voulait écrire, Italo Pino, elle le produisait aussi, mais vraiment tout son geste cinématographique, quand elle est passée derrière la caméra, c'est écrire qui l'intéressait. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'elle dit avec son titre Not Wanted. Pour Never Fear, et ça, on reviendra aussi sur le fait qu'il y a eu plusieurs titres, puisque à un moment, le film s'est appelé, il y a eu un titre éphémère qui s'appelle Young Lovers, les jeunes amants. Et si on regarde le titre Never Fear, on voit que c'est un film sur la peur. Et Never Fear, c'est comme quelque chose qu'elle s'adresse à elle-même, n'aie pas peur. Donc, parce que, évidemment, c'était le premier film qu'elle allait faire de sa propre initiative, de sa propre écriture, et elle pouvait y aller la peur au ventre, parce que être une femme réalisatrice à Hollywood au début des années 50, à la fin des années 40-50, c'était vraiment compliqué. Il y a un contexte encore plus difficile, à savoir sur ce film, elle le coécrit, je n'ai pas parlé du co-scénariste donc de Faire face, c'est Collier Young, qui est son mari depuis 1948. 1948, c'est aussi l'année où Italo Pino a pris la nationalité américaine, donc c'est un tournant pour elle. En fait, ils sont en train de se séparer au moment précis de l'écriture et de la sortie de Never Fear. On pourra revenir sur cette histoire. Donc, il y a quelque chose qui se joue aussi de tout ça au sein du film. Finalement, vous voyez ce que je vous explique sur cette réception, sur ce rapport au titre, qui sont les premières relations qu'on a à un film. Eh bien, Annette Kuhn, dans un ouvrage qui s'appelle Queen of the Bees, en 1995, l'année de la mort d'Italo Pino, donc c'est un ouvrage collaboratif entre différents auteurs, autrices américaines, eh bien, va parler dans son introduction de survie professionnelle pour évoquer le travail et la position d'Italo Pino à Hollywood. Eh bien voilà, c'est la survie professionnelle, c'est ce mot que je vais vous garder en tête pour regarder Faire face. Merci. Merci Yola, et on se retrouve juste après la projection. À tout à l'heure, merci. Bien, on va commencer. Merci d'être resté. Une question qu'on voulait vous poser, puis on l'a oublié avec Yola, c'est savoir qui découvrait le film pour la première fois. Donc la grande majorité du public. Yola, peut-être première question, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, quoique cette question va aussi me permettre d'y entrer. Quand je t'ai parlé de cette rétrospective et que j'ai évidemment pensé à toi, à t'inviter, parce que je le rappelais au début lors de la présentation, tu es une des spécialistes en France d'Italo Pino, je t'ai laissé le choix sur les 7 longs métrages, puisque l'idée c'était plutôt d'intervenir après un film qu'Italo Pino avait réalisé. Et tu as choisi Never Fear. Donc ma première question, c'est pourquoi quel rapport tu as, personnellement ou non, ou voilà, quel rapport tu entretiens avec ce film? Pourquoi ce choix parmi les 7 films qu'elle a réalisés?
Bien, parce que bon, il y a quelque chose déjà de très factuel, c'est que quand j'ai accompagné les films d'Ida Lupino pendant la grande rétrospective de 2020, voilà, qui a été un petit peu bousculée, vous imaginez, par la crise du Covid. Donc ça a été un peu complexe. Pardon, à La Rochelle, c'est ça? Oui, à La Rochelle, mais après partout en fait en France. Partout en France, puisque j'étais intervenante à DRC, et c'est vrai que voilà, personne connaissait beaucoup Ida Lupino. Moi, on l'a pas dit tout à l'heure, mais j'avais écrit un texte pour la rétrospective qui avait déjà eu lieu à la Cinémathèque en 2007. Donc c'est pour ça que je la connaissais bien. Et j'avais notamment, pour la petite histoire, offert un texte parce que à la BIFI à l'époque, parce que il pouvait financer qu'un texte sur Ida Lupino comme les autres. Hein, il n'y avait pas de situation particulière pour Lupino là-dessus, mais j'avais dit un texte suffira pas. Il faut à la fois parler de son travail d'actrice et de réalisatrice pour comprendre. Donc j'avais dit, j'offre un texte. Et donc il y avait eu deux textes sur elle écrits en 2007. Et donc c'est peut-être pour ça que je me retrouve en 2020 à arpenter la France avec les films d'Ida Lupino. Ça donne le titre du livre Lupino Tour, hein, c'est le tour en bus avec les films d'Ida Lupino. Et Never Fear, que j'affectionne énormément, mais comme les autres, n'a pas été... je ne l'ai pas beaucoup présenté en salle. Et je ne comprenais pas, j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi c'est celui qui n'était pas retenu, alors qu'à l'époque, il y avait aussi Outrage, Bigamie, Avant de t'aimer, Faire face, il n'y avait pas Art, Fast and Beautiful, Le voyage de la peur. Donc voilà, j'ai majoritairement présenté Outrage, qu'on va voir tout à l'heure. Mais, ouais, tout à l'heure. Mais pas Faire face. Je me dis, mais c'est très étrange. Donc voilà, j'avais envie d'organiser une rencontre entre le public et ce film. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi que même si je connaissais Ida Lupino avant, très vite, en fait, j'ai nourri mon regard sur les films d'Ida Lupino, des films de Kinuyo Tanaka. Voilà, on ne va pas parler de Kinuyo Tanaka, mais il y a quelque chose de très fort qui se joue entre elles. Et j'avais écrit en 2017 dans Positif un article qui s'appelle Kinuyo Tanaka et Ida Lupino, deux sœurs de cinéma. Et Never Fear fait partie, pour moi, des films qui vont le plus mettre en lien les deux œuvres, notamment sur le lieu médical, puisqu'il y a le film, on va dire, qui a, je pense, le plus saisi le public. Peut-être, je ne sais pas si vous avez vu des Tanaka, Kinuyo Tanaka, ouais, un Maternité éternelle, hein, où voilà, on peut voir comment les œuvres de Lupino et Tanaka dialoguent. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et puis la troisième raison, je dirais, c'est parce que mais après, chaque personne vous dira, quand on présente un film de Lupino, c'est celui-ci le plus important, etc. Donc, je ne vais pas vous le dire, mais je vais vous dire que c'est son film quand même autobiographique. Ça, c'est la façon dont elle a pu, gérer la matière, on va dire, personnelle. Ça m'intéresse énormément, parce que même si elle va être présente au sein de ses films, même physiquement, et au niveau aussi de la création à tous les niveaux, on pourrait en parler. Mais là, elle est particulièrement présente parce qu'elle raconte un épisode de sa propre vie quand elle arrive à Hollywood. Justement, on peut peut-être commencer par là. Rappeler aussi qu'elle a quasiment contribué au scénario de tous ses films, donc celui-ci aussi. Donc c'est son deuxième long métrage, qu'elle réalise, mais son premier officiellement, puisqu'on peut rappeler rapidement que en fait Not Wanted, son premier long métrage, elle le réalise parce que le réalisateur qui était prévu a une crise cardiaque, donc je crois qu'il ne tourne que 3 jours, et elle le remplace au pied levé, donc c'est par accident, on peut dire qu'elle se retrouve à réaliser, même si c'est certainement, elle serait de toute façon arrivée à la mise en scène, donc elle réalise Not Wanted. Elle n'est pas créditée, enfin maintenant elle l'est dans les rééditions de films, mais elle n'était pas au moment de la sortie du film, comme elle n'était pas créditée comme réalisatrice, elle l'est pour la première fois pour Never Fear, pour Faire face. Et dans les deux cas, que ce soit pour Not Wanted ou celui-ci, elle produit et elle écrit. Et donc c'est ce que tu dis là, mais on peut peut-être rentrer plus dans le détail. Elle raconte ici, mais dans tous ses films, de toute façon, la part autobiographique est présente. Mais là, la polio, elle l'a elle-même vécu
dans sa chair. Est-ce que je peux un petit peu préciser sur justement par rapport à notre titre, parce que comme j'ai dit, parce que cette question, effectivement, qu'elle n'est pas. Après, tu me relances sur la polio, hein, absolument. Mais cette question qu'elle n'est pas accréditée, en fait, c'est un choix d'Ida Lupino, bien évidemment, de créditer Elmer Clifton. Il n'était pas mort. Hein, il est mort au bout de 3 jours. Il était là, sur le plateau. Elle décrit qu'il est sur une chaise haute, et puis voilà, elle vient le voir régulièrement. Donc c'était une forme d'hommage aussi à Elmer Clifton. L'autre personne à laquelle elle se référait régulièrement, c'était Ziegler, qui est le monteur aussi, j'en parle justement de Faire Face, et qui était le monteur de Avant de t'aimer. Ziegler, ça fait rigoler tout le monde, mais c'est le monteur de la corde, mais il y a 10 coupes dans la corde d'Hitchcock, donc c'est quand même un très bon monteur. Et voilà, elle était toujours en relation avec lui et avec Elmer Clifton. Elmer Clifton, c'était un choix d'Ida Lupino pour Avant de t'aimer, et c'était un choix vraiment raisonné quand il récupère en fait un scénario qui s'appelait Bad Company, qui était refusé par le code, le PCI Code, qui disait non, ça marche pas, cette histoire est impossible. Et donc Collier Young, Lupino et Hanson Bunt, un producteur aussi, ils vont produire en créant Emerald Productions Avant de t'aimer. Ça, on est en 49. Hein, ils créent Emerald Productions. Emerald Productions, vous l'avez vu, je ne sais pas si on ne va pas demander Avant de t'aimer, parce que il est passé vendredi. Donc c'est en fait la première société de production créée par Ida Lupino, et c'est pour faire Avant de t'aimer, et ils vont faire une réécriture du scénario original, et c'est vraiment Ida Lupino qui gère la réécriture. C'est même elle qui va choisir le titre, hein, elle va modifier Not Wanted, Bad Company en Not Wanted, pour introduire, c'est pour ça que j'en parlais au moment de la présentation, une espèce d'ambiguïté, qu'est-ce qui n'est pas voulu. Et elle négocie personnellement avec les censeurs, et elle arrive à faire passer le film. Ils choisissent comme jeune société de production, en ayant parfaitement conscience de ce qu'ils faisaient à Hollywood, qui avait conscience d'appartenir à une sorte de nouvelle vague à Hollywood. Ils choisissent Elmer Clifton parce qu'ils choisissent un réalisateur vétéran. Donc il meurt en 1949, il était âgé, et effectivement, ses problèmes cardiaques lui ont été fatales. Mais à l'époque, quand Ida Lupino sollicite Elmer Clifton, c'est vraiment une stratégie de production. Comme ils étaient une jeune société de production, elle était un peu la star de la société de production. Collier Young était un peu connu, pas trop connu, Hanson Bunt non plus. Et ils se sont dit, si on veut être suivi par le public, eh bien, il faut qu'on prenne un réalisateur vétéran. Donc, et quand elle va créditer de façon volontaire Avant de t'aimer, c'est un geste, moi je trouve que c'est un geste très fort qu'elle fait, en s'effaçant. Pour Faire Face, c'est le premier film alors des filmmakers. Quelques mois après, en 1949, la société de production va se reconfigurer. Donc c'est Malin Wald, qui est aussi co-scénariste de Avant de t'aimer, qui va s'associer, il y a une nouvelle association entre Wald, Lupino et Young, pour créer les filmmakers. Donc c'est Never Fear qui va être produit à ce moment-là par les filmmakers. Les filmmakers, donc j'ai pas dit sur Emerald Productions, j'ai pas dit quelque chose d'important, c'est que Emerald, c'est le nom de sa mère. C'est son père, Lupino, sa mère c'est Emerald. Donc elle a donné comme nom à sa première société de production le nom de sa mère. C'est important pour je vais pas tout développer pour la suite. Et donc Faire Face, c'est le premier film, même si Avant de t'aimer contient déjà ces principes, qui va appliquer les principes des filmmakers.
Et ils commencent à faire des films, ils ont des idées, hein. De toute façon dans les films d'Idalo Pino on a beaucoup d'idées. C'est donc tout d'abord montrer à l'écran des visages inconnus, ensuite c'est faire des films avec une autre économie que l'économie hollywoodienne pour justement ne pas être surchargé, avoir cette lourdeur économique. On va retrouver aujourd'hui par exemple avec Sophie Le Tourneur qui tourne avec des petits plateaux, c'est un choix, hein, c'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent, c'est un choix de mener ses films de cette façon. Après c'est encore un autre sujet sur la question du cinéma au féminin. Et c'est aussi traiter des sujets non conventionnels, sans compromis, c'était ça l'intérêt, sans compromis, et qui sont plutôt tirés, on va dire, de la vie réelle. Donc souvent, ça va s'appuyer sur des articles de journaux, sur des faits divers. Donc j'arrive à c'est ça, à faire face, c'est fou. Hein. Et pardon, il y a aussi les décors naturels. Oui. Ça fait partie vraiment des je sais pas, on peut dire statement, en tout cas de la charte de The Filmmaker, c'est aussi tourner en décor naturel. Et puis ça vient de Rossellini, ouais. Qui est l'influence principale d'Idalo Pino. Tout à fait. Oui, tout à fait. On peut dire qu'elle est vraiment à l'avant-garde néoréaliste américaine. Ouais. Il y a d'autres films, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, elle le revendique, hein, ce lien à Rossellini. Et donc, ce qui est étonnant d'en faire face, c'est qu'elle va prendre un propre fait divers qui la concerne. C'est-à-dire, c'est son arrivée à Hollywood en 1934. Elle va être immédiatement, vraiment quelques jours après son arrivée, être atteinte de polio. Elle est mise en quarantaine, elle va être soignée dans l'Institut Cabot-Kaiser et elle va garder des séquelles. Donc ça fait partie du film, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de témoignages et de transmissions. C'est le partage aussi, c'est quelles séquelles on a gardées. Donc elle va se rapprocher par ces séquelles du docteur Middleton, hein, qui a perdu l'usage de sa main, qui a dû renoncer à sa carrière de chirurgien. Et bien Ida, elle avait aussi une main un peu handicapée, et puis aussi une oreille. Alors, je sais pas si c'est la gauche ou la droite. On le voit dans les images dans Dortoir des Anges, hein, puisqu'elle se tient dans les images de plateau de Tourneur des Anges, elle se tient l'oreille. Et donc voilà, elle avait gardé ces deux séquelles. Et puis, ce qu'elle a gardé aussi, et je pense que ça apparaît beaucoup dans le film, elle a voulu transmettre dans le film, à partir de son expérience à elle, le fait qu'elle dit « j'ai compris ». Ce qu'elle m'a fait comprendre que je ne pouvais pas que m'appuyer sur mon corps. Il fallait aussi que je m'appuie sur mon cerveau, que je réfléchisse à ça, que je m'approfondisse. Enfin, c'est moi un peu qui est du corps, mais et elle, ce qu'elle voulait, c'était écrire, c'était une main. Et voilà, donc c'est aussi ça qu'elle transmet dans le film, avec ce partage en fait des séquelles et le fait que on peut se transformer à l'aune d'un écueil terrible comme la maladie. Et dans le film, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'il a beau, le film est court, il dure quoi, 1h15, 1h20, et pourtant, elle s'attarde, donc ça aussi, c'est vraiment, il y a un aspect très documentaire, elle s'attarde sur la progression de la rééducation. On a des scènes plutôt longues, où on voit le personnage de Carole, donc Sally Forrest, qui est interprété par Sally Forrest, on la suit dans sa rééducation, mais aussi on voit les enfants, on voit les autres personnes. Est-ce que tu peux, peut-être, dans le choix de mise en scène, et qui revient aussi dans son cinéma, on le voit des notes frontides, on le voyait hier avec Je sais tes matchs, les temps comme ça, où c'était les matchs de tennis, le temps qu'elle prend en fait. Oui, c'est récurrent effectivement au sein de ces films, c'est relié aussi à quelque chose sur les filmmakers, qui est aussi un principe, c'est l'expérimentation, bien évidemment. L'expérimentation, la recherche d'un nouveau langage à partir de nouveaux sujets. Et donc il y a chez Idalo Pino un mélange, une volonté de mélanger les genres. Et à tel point qu'elle mélange tellement qu'on ne reconnaît plus rien. Et ça, c'est pour ça que j'aime infiniment
son cinéma, c'est qu'elle transcende toutes les catégories. On peut pas dire où elle est. Alors, on peut un peu dire, hein, donc on a perçu des images documentaires, oui, sur l'Institut, mais qui vont être traversées par sa propre expérience personnelle, c'est ça qui est fort. On perçoit aussi le woman's film, le fait un peu l'émotion, le drame. Les derniers mots du film, il y a le mot courage. Et pour Ida Lupino, le courage, c'était une définition du drame. Là où il y a du courage humain, il y a du drame. Donc c'est une très belle phrase et qui définit tout son cinéma, je trouve. Et puis, c'est là où, alors peut-être vous ne serez pas d'accord, mais moi c'est là où Never Fear, on va voir une autre raison de ce choix, c'est que c'est un film d'horreur. Et ça, je trouve ça fou. C'est un film d'horreur. Faut que tu développes un peu là. Bon, alors, elle va expérimenter un peu le genre du horror movie, mais ça va traverser, en fait, je pense, tous ces films, mais avec le road movie terrible qui passe demain. Non, ce soir, Le Voyage de la peur. Oh, ah ouais, il faut y aller. Le Voyage de la peur, alors, voilà, et peut-être la notion de peur est vraiment traversante dans toute son œuvre. Mais si elle va mettre en scène des personnages qui ont peur, qui sont traumatisés, c'est pour leur apporter immédiatement le réconfort avec des films qui vont activer une régénération des valeurs. Voilà, je pose les choses. Alors pourquoi un film d'horreur ? La scène de baignade est quand même assez étonnante. Enfin, moi, elle me frappe, cette scène de baignade. Elle est vraiment obscure. Hein. Si vous voyez, on arrive sur la plage, elle sort de l'eau, il y a Guy qui est là. C'est très étonnant. Hein. On a aussi au sein de... donc si on mesure toutes les entrées de champ, c'est exactement les codes du film d'horreur. Qu'est-ce qui va se passer sur cette plage ? Vous avez bien compris ce qui se passait. C'est l'anéantissement d'une femme. Puisque il la demande en mariage, c'est ça l'horreur aussi. Il la demande en mariage et dit tu danseras plus. Et le film, alors je continue l'horreur, hein, vous voulez, parce qu'à un moment, vous savez, on est dans l'atelier un peu de modelage dans l'Institut. Et est-ce que vous avez vu à quel... Hein ? Ouais, c'est ça. Hein, c'est un faune, oui, le diable. Quand, c'est un satyre plutôt. C'est un satyre. Avec sa flûte. Ah ouais, c'est fou, hein, il y a l'ombre, après on voit ses cornes. Et donc là, c'est assez étonnant hein, ce qui se passe. Et puis lui-même, il se transforme, il devient absolument terrifiant. Et donc on a... Hein, donc c'est une horreur un peu fantastique, un peu surnaturelle. Et pour aller aussi dans ce sens-là, hein, je vais introduire le motif qui ne vous a pas échappé, qui arrive dès le générique. C'est facile. Et dès la séquence d'ouverture, qu'est-ce qu'on vole ? Hein ? Fleur, les gardenias. Et là où on voit que le film a une bascule, hein, c'est que, vous vous souvenez, pendant la danse des quadrilles d'un chaise roulante, qui est magnifique, hein, on en reparlera, quand Guy apparaît, Guy c'est Guy, et Guy, vous savez ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire en anglais. Ouais, c'est un peu son côté prototype, on va en parler. Eh bien, il arrive, une fleur, et derrière, mais alors, la tapisserie, elle est incroyable. C'est des gardenias aussi. Et là, c'est là où, quand je me suis longtemps questionnée, très longtemps questionnée sur ces gardenias, sur ces tapisseries, j'ai dit, bon, Lupino, c'est évident, parce que, je vous en dirai un petit peu plus, la façon dont elle était présente sur les plateaux, mais en tout cas, elle était partout. Hein, sachez-le, elle est partout. Mais elle fait tout. Elle fait tout. Hein, bien évidemment, elle a des collaborateurs et des collaboratrices, mais elle intervient partout de façon cordiale. Hein, c'est pas du tout une autorité. Mais donc cette tapisserie est évidemment préparée pour cette apparition de Guy dans un moment où, Carole est heureuse. Et à chaque fois qu'elle est heureuse, il arrive avec une fleur.
Et pourquoi alors on aurait cette tapisserie Gardenia? C'est qu'en fait, il y a une bascule du film, je pense, vous savez, où il chante de dos, évidemment, il fait sa chanson, et elle est en train de mourir derrière, il ne la voit pas. Hein. Nous, on la voit. Donc c'est ce regard que veut inciter en nous Ida Lupino. Et ensuite, elle va se lever et la vue se brouille. Et là, le film bascule dans l'image mentale. Ce qui fait qu'en fait, on a aussi cette idée, hein, comme je dis, de film d'horreur où on est avec l'esprit de Carole, comme si elle était morte, comme si elle avait vraiment été tuée sur la plage. Mais d'ailleurs, il y a aussi un autre élément, et je pense que c'est uniquement dans ce film qu'on le voit, où tu vas peut-être me contredire, c'est les monologues intérieurs. On retrouve à quelques reprises des monologues intérieurs, et je pense, là tu parles de la demande en mariage qui finalement représente un anéantissement. Il y a aussi le moment où elle a cette robe qu'elle enfile, et en fait elle se sent étouffée jusqu'à s'écrouler. Mais bien sûr. Mais oui, merci. Oui, alors les voix intérieures, effectivement, ça fait partie de l'expérimentation, et le fait qu'on ait, ça Scorsese le dit, et j'aime beaucoup quand il dit ça sur Lupino, dans l'histoire du cinéma américain, il va consacrer quelques minutes à Ida Lupino. Elles sont très belles. Il va notamment parler d'outrage. Mais ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que avec Lupino, on vit de l'intérieur les choses. On vit de l'intérieur avec les personnages. Et donc ce rapport à la voix intérieure qui correspond en fait à une esthétique du ralenti. Ça ralentit l'action et ça permet l'avènement de la conscience. Voilà, ce serait un peu la clé esthétique que je propose. Mais bien évidemment, hein, quand elle est heureuse, j'avais bien dit, c'est même pas au Gaimas, alors qu'il y a la chanson qui est en train de dire que c'est à Mexico, et elle le regarde un peu étonnée. Enfin, Guy, ça l'intéresse pas du tout, toutes ces histoires. C'est pas du tout. Quand il vient, vous avez vu, il est totalement hermétique au milieu de Cabot Kaiser. Il a deux moments un peu moqueurs. Une fois dans l'ascenseur, où il est comme ça, il regarde le père. Et puis aussi quand on lui demande qui c'est qui est arrivé en 8e, c'est ça, à 8e place. Et là, il est comme ça. Et il demande où est Gaimas, alors que le chanteur est en train de le dire. Et alors que Carole, elle est en train de vivre un moment collectif. Et c'est ce collectif que Ida Lupino met en avant avec l'institution médicale qui va aussi sauver Carole. Et lui, il l'interrompt en disant « j'ai un cadeau pour toi ». Le cadeau qu'il a pour elle, c'est quand même fou. Il dit « bon, je ne vais pas l'ouvrir ici, c'est une chemise de nuit avec des dentelles qui est donc, on le sait, un vêtement de sexualisation ». Donc qu'est-ce qu'il peut proposer à Carole, sinon une image d'elle qui ne correspond pas à l'attente qu'il a d'elle. Voyez, donc c'est forcément destructeur pour elle. Et donc on a ce moment où elle essaie de correspondre à l'image que Guy veut produire d'elle, et elle s'effondre. Et donc la voix intérieure aussi, là c'est un peu didactique, hein, pour bien, Ida Lupino c'est insistant pour bien qu'on comprenne ce rapport destructeur qu'a Guy avec Carole. Donc vous avez compris que pour moi, Guy est un personnage toxique, hein, pour Carole, et que en fait ce serait un Being Woman movie, vous voyez, faire face. Donc un film sur c'est quoi être une femme, hein, c'est quoi être une femme. Donc c'est pas, elle lui dit je veux pas être la femme, je peux pas être la femme que tu veux que je sois, hein, je veux être la femme que je veux être. Hein. Et donc toute cette maladie, ça va être en fait un peu une allégorie, une image de la façon dont la femme qu'elle veut être advient. Hein, ce qui fait qu'elle va aller, on ne pourra pas reparler de la fin, qui est très complexe, hein, mais elle est très simple, elle est très complexe. Et la fin où elle va de façon autonome aller vers Guy. Et ça justement, Vous croyez pour le film d'horreur ou pas? Non, bof. Bon, on
vous fera intervenir un peu plus tard, vous pourrez rebondir, gardez ça en tête. Je les ai presque convaincus. Mais on a l'impression que le film, en fait, il est rassemblé d'une certaine façon au début. On a l'impression que le film entier est présent dans... Alors, il faut se rappeler du début de la scène de danse. Alors là, je ne parle pas de la scène de quadrille avec les fauteuils roulants, mais de la scène de danse au tout début, quand les deux dansent ensemble, avec les épées. Et on a l'impression qu'il y a tout déjà dans cette scène. Et parce qu'il y a vraiment l'attraction, en même temps l'éloignement, et puis c'est elle qui prend le dessus, quand même. Tu veux un petit peu revenir, analyser cette séquence? Oui, bah, alors moi je la trouve magnifique, elle est magistrale, et je ne sais pas si elle vous a plu, mais on voit exactement comment Ida Lupino je ne vais peut-être pas en parler dans le sens que tu souhaites, mais tout ce que tu dis pour moi est parfaitement juste ça. C'est comme un prologue qui contient tous les thèmes. Effectivement, elle va reprendre le dessus, et le fait que notre attention est attirée sur un stigmate, qui est le cœur qu'elle va lui mettre, qui correspond d'une part donc, aux gardénias, je vous ai dit, qui vont totalement enfumer Carole, et c'est l'étoile aussi qui va coller sur la porte voilà, maintenant tu es une star, et tu seras la star que je veux que tu sois, puis après tu te marieras avec moi et tu arrêteras de danser. Et donc cette danse, elle est aussi pour moi, donc Filmmakers, premier film d'Ida Lupino, elle dit je sais faire. C'est vraiment un découpage totalement classique, transparent, où elle arrive magnifiquement dans l'espace à construire l'idée à la fois d'une relation entre le danseur et la danseuse, en même temps à nourrir de la relation entre les deux personnages. Elle dit voilà, je sais faire. Et puis après, donc en effet, comme fonctionnent un peu tous ces films, en effet miroir, en image inversée, on a la séquence du quadrille en chaise roulante. Donc il faut les regarder l'une avec l'autre et les comparer. D'ailleurs, j'ai longtemps cru, j'ai cherché partout dans les spectateurs et spectatrices de cette première scène de danse. Je croyais qu'Ida Lupino était dans le public. J'ai cherché, des zooms, des captures d'écran. Non, elle n'est pas là. Elle y est, elle est ailleurs, mais je vais vous dire, c'est très intéressant de savoir où elle est. Mais elle est quand même présente dans cette séquence parce que Ida Lupino, comme Sally Forrest, était danseuse et elle était aussi chorégraphe. Donc c'est probablement elle qui a fait une intervention. Elle était aussi musicienne, donc elle est aussi présente sur toutes les créations musicales de ses films, notamment Outrage. À un moment, il y a des notes de piano, et c'est elle qui les fait. Je pense sur Avant de t'aimer, c'est aussi elle, quand son personnage tombe comme ça, avec les notes de piano. Et donc l'image inversée, c'est cette séquence de quadrille qui est complètement différente. Et c'est là où elle apparaît. C'est là où elle apparaît, et c'est lié à sa façon de travailler. En fait, Ida Lupino est elle-même sur une chaise roulante. Vous l'avez vu? Donc elle fait ce qu'on appelle, alors là c'est magistral, elle fait ce qu'on peut appeler de la mise en scène immersive. C'est-à-dire c'est difficile quand même, vous imaginez, jouer, danser, et comment on reste dans le cadre. Donc elle est là, elle est juste à côté. À un moment, on a un regard documentaire, qui est un regard de ce qu'on appelle le cinéma vécu, où on voit Sally Forrest qui regarde Ida. Et attends, je me mets où là? Et donc parce qu'Ida, elle va juste se mettre hors cadre pour dire on s'arrête là, parce qu'elle a le sens du cadre. Et elle a le sens du cadre, donc elle se dit on se met là, clac, et puis il y a Sally qui est juste derrière, et puis après il faut continuer la danse. Mais en tout cas, elle est présente. Et elle n'a pas fait exprès de se mettre sur une chaise roulante en disant oh, je me perds de mettre une chaise roulante, c'est pas ça. C'est qu'elle était elle-même blessée sur ce tournage. Le matin, alors je ne peux pas dire exactement à quel moment du tournage, il n'était pas, hélas, mais un jour, elle venait toujours très tôt. Pour arriver la première, on a dit, une femme à Hollywood qui réalise, il faut qu'elle arrive 3 heures avant tout le monde pour avoir tout calé, pour pouvoir placer 2-3 mots. Et donc, elle arrivait toujours très tôt.
sur les plateaux avant tout le monde. Et puis, elle travaillait sur tous les postes, en aidant. Et là, elle a voulu accrocher des projecteurs. Vous savez comment c'était les plateaux? Une grille en haut, comme ici, là. Enfin, voilà, c'est un peu haut. Mais une grille. Et puis, les projecteurs étaient accrochés pour filmer la séquence. Je pense que c'était la séquence, en fait, du quadrille. J'en suis pas sûre. Et elle est tombée. Elle est tombée en accrochant avec les éclairagistes la lumière. Donc elle avait une jambe, elle avait une jambe dans le plâtre pendant le plateau, pendant le tournage. Et donc elle-même était sur une chaise roulante, sur une chaise, oui, une chaise roulante, pendant ce tournage. Et donc c'est aussi, par rapport à ta question, le fait qu'elle va s'investir dans cette séquence, parce que c'est la séquence qui vraiment correspond à ce qu'elle a envie de faire, au fait qu'elle expérimente un point de vue, qu'elle expérimente une présence aussi immersive, un rapport, une relation avec ses collaborateurs, ses collaboratrices, ses acteurs, ses actrices. Et c'est ça, en fait, que pour moi, elle dit. Et à la fin, je crois, il y a deux occurrences très étranges. Vous l'avez vu nécessairement, la grande femme qui est coiffée comme ça avec une frange très courte, à toute fin. Et elle rentre dans l'institut. Alors, s'il n'y avait eu qu'une fois, je dirais ok, bon, c'est un hasard. Mais il y a deux fois, parce qu'après, elle va repasser pendant que Carole s'avance vers Gaël. Et je pense que c'est un faux caméo. Parce que c'était vraiment la coupe un peu caractéristique d'Ida. On trouve que ça lui ressemble, mais voilà, il y a un jeu aussi avec cela, je crois. Alors, on a parlé de l'aspect, d'un des aspects, c'est-à-dire documentaire du film, et le film aussi est très ancré dans son présent, puisqu'il est réalisé dans l'immédiate après-guerre, et il parle de ça, puisqu'il y a ce passage, enfin plus que ce passage, mais quand Guy veut se renouveler, veut se réorienter, il va vendre des maisons du bonheur. Un peu comme hier, d'ailleurs, on évoquait avec Léa Jolet dans le jeu 7 et match la question du merchandising, de la société de consommation, ça revient dans les films de Lupino, c'est vraiment ancré dans le présent de son époque. Tout à fait, il vend les maisons du bonheur, mais il n'y arrive pas, vous avez compris. Non, mais en plus, il est très... Enfin, il sait pas... Enfin, il est... Lupino, elle sauve tout le monde dans ses films. Donc même s'il est particulièrement visé, elle va aussi, donc c'est aussi being a man movie, je dirais, comment aussi être un homme, ce qui fait que c'est même plus des films genrés, puisque ça va s'adresser aux hommes et aux femmes, et il y a même une présence queer dans ces films. Vous l'avez peut-être vu au début de Avant de t'aimer, puisque il y a une femme queer qui est au début en prison, dans la prison. Voilà, donc ça. Mais en fait, oui, c'est un film d'après-guerre. Et là, je peux parler un petit peu de notre Antide avec Avant de t'aimer. Avant de t'aimer, c'est les mêmes acteurs-actrices. C'est Sally Forrest et Keith Brassel, qui sont donc les deux jeunes premières que Ida Lupino révèle à l'écran. Il faut que tu me reprennes juste, mais il y a aussi Léo Penn dans Avant de t'aimer. Mais Léo Penn, c'est le père de Sean Penn, et il a été blacklisté. C'est pour ça qu'on ne le verra plus après sur les écrans. Plus tard, il reviendra, dans les années 60. Mais il a été blacklisté. Après, vous pourrez me poser une question sur Lupino, comment elle faisait avec le blacklisting. Mais voilà, donc dans Avant de t'aimer, eh bien, c'est le jeune homme qui s'appelle Drew, qui est blessé de guerre. Il a dit j'ai pas eu de chance, ma jambe a rencontré un obus, et donc il est unijambiste. Et donc c'est lui qui est handicapé sur le premier film Avant de t'aimer. Et elle, qui s'appelle Sally Kelton, c'est pas Sally Forrest, Kelton, c'est le nom de son personnage. Eh bien, elle va, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va faire une rencontre un peu elle s'illusionne comme Madame Bovary. Elle croit rencontrer Rodolphe, puis elle rencontre Rodolphe,
qu'il abandonnera sans savoir, ceci dit, qu'elle attend un enfant. Donc c'est cette histoire, et à la fin de Avant de t'aimer, je spoile pas le film, hein, mais je vais juste vous dire ce qui se passe et comment ça s'est passé par rapport à la réécriture du scénario. Pourquoi Ida Lupino a réalisé Avant de t'aimer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est parce que, comme co-scénariste, elle avait fait en fait le découpage. Vous savez, la version, il y a toujours sur un scénario, il y a le dialogue, il y a la version où on va passer au découpage. Et c'est elle qui avait fait ça, donc c'était évident qu'elle fasse le film. Et elle avait fait un choix par rapport au scénario, où à la fin de Avant de t'aimer, donc ça dit beaucoup de choses de son cinéma, les deux personnages dialoguaient, je ne vous dis pas de quoi ils parlent, et elle a enlevé tout le dialogue, 8 pages de dialogue, et elle a fait qu'il court. Il court énormément. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais on voit ces deux corps qui sont justement dans le mouvement, qui c'est des corps, enfin voilà, c'est physique, c'est un choix. Et puis après, on arrive, on glisse doucement vers faire face, on retrouve ces deux corps. Alors lui, il n'est plus unijambiste. Danseur, vous voyez, il fait trop travailler Carole, mais oui, on a compris aussi que c'est lui qui l'a fait trop travailler. Ça s'ouvre, il a changé un pas. Il dit, oh, quand même, j'avais appris l'autre. Non, travaille ce pas. Et c'est le docteur, il va dire, elle a trop travaillé, c'est pas reposé. On sait pourquoi. Et donc, ils sont ces deux corps qu'on va retrouver, Keith Brassel et donc Sally Forrest, en pleine forme. Ils dansent, ils font quelque chose de magique. Et c'est la jeune femme qui va justement, cette fois-ci, avoir le corps qui est vulnérabilisé. Vous voyez pourquoi je disais que c'était un diptyque. Et ce rapport, alors c'était quoi déjà ta question? Non, j'étais partie sur l'immédiate après-guerre et sur justement les maisons du bonheur et sur... pardon, excuse-moi. Et donc, oui, mais c'est très lié. Donc, en fait, qu'est-ce qui transparaît de l'après-guerre? C'est la question de la vulnérabilité masculine. C'est ça que je racontais tout ça. La vulnérabilité masculine sur laquelle on est instruite avec Drew, qui évidemment est relié vraiment diégétiquement, c'est-à-dire par l'histoire à la guerre, et ça va basculer ensuite sur donc Avant de t'aimer, c'est vraiment 1945, faire face. C'est un peu plus tardif parce qu'on l'a pas dit, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, il y a eu une reprise d'épidémie de polio, et c'est pour ça qu'on a demandé à Lupino de faire ce film. C'est un peu un film de commande. Je n'ai pas du tout dit, c'est très important. Et donc, voilà, on est quand même sur une société d'après-guerre, et Guy va incarner ce qu'on appelle le virilisme d'après-guerre. Voilà, c'est aussi ce virilisme d'après-guerre qui est en fait un thème de l'horreur. C'est quoi le virilisme d'après-guerre? C'est donc un moment de reprise et économique nécessaire avec le développement des loisirs, la reprise économique avec justement une société de consommation, avec le prêt à habiter jetable, les maisons du bonheur, comme si le bonheur, voilà, on achète une maison, on est heureux. Et ça, c'est vraiment une réalité socio-historique et socio-culturelle de ce tournant des années 40-50. Mais ce qui se passe aussi à ce moment précis, c'est que les femmes, quand même, pendant la guerre, elles ont occupé des postes qui n'étaient pas occupés par les hommes. Voilà, elles se sont émancipées. L'histoire du XXe, c'est que chaque guerre a été un moment d'émancipation pour la femme que Ida Lupino maîtrisait parfaitement, puisqu'elle, justement, passe à la réalisation, s'émancipe, on va dire, des contrats des studios, puisqu'elle ne re-signe pas, même si c'est Warner qui n'a pas voulu re-signer avec elle en 1947, mais elle va immédiatement rebondir en productrice, réalisatrice, scénariste, actrice.
indépendante. Donc, elle sait très bien ce passage. Mais, quand les hommes reviennent, forcément, ils ont besoin de place dans la société. Et alors, là, c'est Betty Friedan qui raconte ça, qui va être aussi relayé par David Halberstam, qui a fait un ouvrage magnifique qui s'appelle Les 50s. Et Betty Friedan, dans La femme mystifiée, on ressent ça, c'est qu'en 1949, donc j'en avais parlé l'an dernier pour Pucor aussi, parce que j'avais choisi un film de 1949, il y a un interrupteur géant qui s'éteint brutalement aux États-Unis, c'est celui de l'émancipation des femmes. Parce que, et ce qui transparaît, pourquoi, le grand signe, c'est les magazines féminins, donc qui correspondent aussi à une société de consommation. Les magazines féminins, avant 1949, mettaient en avant la carrière des femmes, dans la façon dont ils parlaient des stars, ou de la façon dont ils allaient faire des chroniques. Et puis après 1949, la carrière des femmes est mise en retrait. Vous voyez, donc cette tension sociale est très très forte, et c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans Faire face. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Alors je pense que Outrage, vous allez voir Outrage trouve une solution extraordinaire. Je pense que Outrage aussi est sur ce sujet. Et Ida Lupino, elle va rechercher toujours une question d'équilibre. Comment on va faire? Comment on va retrouver ensemble un sens à la vie, un sens à la société. Et ce que nous apprend Neveu-Fir, et qui est quasiment quintessentiel là-dessus, c'est déjà, il faut apprendre à rencontrer, à accepter la vulnérabilité. Les êtres sont vulnérables. Et c'est ça que Guy a du mal à appréhender. Il y a quelque chose entre lui et la vulnérabilité qu'il ne peut pas. Ça ne marche pas. Et donc c'est le travail du film de Lupino qui va se faire au niveau de la conscience de ces personnages, donc principalement la conscience de Carole, c'est faire que, en s'approfondissant, en écoutant les flux de conscience, c'est pour ça que je disais une esthétique du ralentissement, on ralentit l'action, c'est finalement, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'action, il se passe autre chose, on est sur, ça peut faire penser à Virginia Woolf, alors on peut accepter ce renversement de valeurs, et qu'on ne soit pas dans une société qui va valoriser la force, la puissance, mais qui va valoriser la vulnérabilité. Et c'est pour ça que le personnage qui finalement contient le modèle moral, je trouve le plus convaincant, si vous êtes d'accord, c'est Len, avec cette paix d'esprit qu'il a, qui lui permet d'aider les autres. Donc derrière la reconnaissance de la vulnérabilité, c'est une société solidaire qui est mise en place. Et cette société solidaire, c'est dès lors qu'on notre conscience accède à la vulnérabilité des autres et de nous, on va pouvoir vivre ce que la Boétie appelle en compagnie, s'entraider, et puis régénérer le tissu social. Et à ce moment-là, il n'y aura plus le problème de la tension des hommes qui reviennent et qui revendiquent aussi légitimement finalement leur place dans la société. Je vais laisser le public poser des questions. Je voulais juste en profiter parce que tu as évoqué Ida Lupino et le fait qu'elle sache tout faire. En voyant ce film et en voyant hier Je sais match, je me disais que Sally Forrest aussi, elle sait tout faire. Là, elle danse, hier elle joue au tennis. Tu nous en dis un petit mot, peut-être comment Ida Lupino la découvre, et elle devient son alter ego, puisqu'en ce moment ils vont faire quand même 3 films, donc on l'a dit, Notre Anti, Neveu-Fir le 2e, et donc Je sais match. Donc c'est l'actrice qui va le plus apparaître dans ces films. Oui, alors Sally Forrest et Ida Lupino sont, vous avez compris, en fait, ont la même formation et la même activité, identifiée, même si Ida Lupino est une polyartiste. Sally Forrest est plus placée du côté de la danse. Elles ont 10 ans d'écart.
Hein. Et Sally Forrest avait des petits rôles à Hollywood, je crois que son premier rôle c'est en 1946. Et puis c'est tout simplement, elles se rencontrent, hein, et puis c'est évident immédiatement pour Ida Lupino qu'elle va tourner dans ses films. Il y a un rapport aussi donc de gémellité entre elles, 10 ans d'écart c'est pas beaucoup, et dans certains plans il y a même une ressemblance très forte entre elles, c'est pour ça que Sally Forrest va pouvoir incarner le rôle, on va dire, autobiographique. Et puis oui, cette image d'un corps féminin capable de tout faire, et pas que le corps, vous avez compris, le cerveau, eh bien, ça va être transposé sur Sally Forrest, sur le personnage de Florence. Mais il y avait quand même une petite mode de film sportif, parce que il y a Mademoiselle Gagne-Tout de Q-Corps en 52, où c'est Catherine Hepburn, qui fait du tennis, elle fait tout. Encore plus loin, et elle devient une grande star sur tous les sports. Elle est, à l'origine, c'est lié un peu au didactisme, elle est à l'origine prof de sport. Catherine Hepburn dans Mademoiselle Gagne-Tout, avec Spencer Tracy. Donc voilà, il y aurait des mises en écho là-dessus sur ce moment où justement, les femmes, on leur dit vous n'avez plus les places dans les bureaux, tout ça, les places de pouvoir. Elle est dans la société de consommation et la société de loisirs. C'est aussi un peu des films qui vont donner la promotion d'un certain modèle social où les femmes doivent rentrer à la maison, s'occuper des enfants, ça vous avez compris, et puis s'occuper des loisirs. On pourrait mais voilà, c'est... je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tu as des éléments. Quelques réactions, peut-être par rapport à l'horreur aussi. J'ai pas dit pour Mozart. Alors, on va laisser le monsieur poser sa question et après tu pourras reprendre. Donc déjà, merci pour cette projection, parce que je ne connaissais pas le film. Et puis de toute façon, je découvre, avant cette rétrospective, je connaissais un petit peu Ida Lupino comme actrice de second rôle, mais bon, là je découvre vraiment sa carrière en tant qu'auteur. Vraiment passionnant. Avant de poser ma question, une remarque concernant la symbolique des gardénias que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport au personnage masculin. Il y a un petit détail que j'ai noté, c'est le nom du fleuriste où il achète les gardénias au début. Il s'appelle Colliers Fleuriste, donc il y a peut-être un petit clin d'œil avec la vie de couple de Ida Lupino. Bien sûr. Oui, mais bravo. Autrement, je voulais que vous nous replaciez le parcours d'Ida Lupino dans l'histoire des réalisatrices américaines. Je connais deux autres exemples qui sont antérieurs à Ida Lupino, qui sont celui de Dorothy Asner et un autre qui est plus confidentiel, qui n'est pas connu du public américain, qui est Esther Eng, qui est une actrice sino-américaine et qui a réalisé beaucoup de films en Californie, mais qui était à destination de la communauté chinoise de Californie. Et je crois qu'elle lorsqu'elle est allée en Chine après, elle n'a pas été vraiment reconnue. Donc je pense que ces deux exemples sont comme des itinéraires de femmes dans un milieu indépendant qui les a permis de se développer. J'ai l'impression que Ida Lupino a aussi plutôt au début une émancipation par une filière indépendante. Et ces trois femmes, je pense, ont en commun d'avoir eu quelque chose à combattre à un moment. Donc, dans le cas d'Ida Lupino, il y a peut-être eu le combat de la polio qui lui a forgé un caractère, peut-être aussi son milieu familial. Pour les deux autres, je sais que je crois que c'était des femmes homosexuelles qui ont dû lutter aussi pour leur place pour se creuser un trou. Et je ne sais pas si vous avez d'autres exemples à citer de femmes réalisatrices dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis. Est-ce qu'elles ont eu aussi des parcours, des choses à combattre pour réussir à creuser leur trou? Est-ce qu'il y a des traits communs entre les premières réalisatrices américaines en fait? C'est marrant parce que la réalisatrice, j'ai vu récemment, il faisait des films pour la communauté chinoise, j'ai vu récemment des images d'archives de son voyage. Je la connais pas très bien, mais je vais vous parler d'autre chose. Il existe un documentaire sur elle ouais. qui est passionnant, mais qui n'est pas connu en France. Ben
voilà, je l'ai vu récemment. Je parle d'un documentaire, un portrait d'elle. Oui, c'est ça. Non, oui, donc je peux vous parler. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Gloria Swanson. Gloria Swanson, qui avait quand même fondé les Swanson Productions, qui avait fait le magnifique Sonia, qui est sorti au Roxy à Hollywood. C'était même sur les premières expériences muets avec du son extérieur, hein, où on allait, c'était un son qui était plus du boniment. Pour identifier aussi, on pourra parler d'Alice Guy, puisqu'elle a quand même fondé la Solax aux États-Unis. Alors ne me lancez pas sur Alice Guy, que j'appelle pas Blaché, hein, c'est le nom de son mari. Ne me lancez pas là-dessus, parce que elle a été ruinée par son mari. Voilà. Il y a Louise Weber. Ouais, mais West aussi, c'est vrai. Mais en fait, il y en a énormément. Louise Weber, c'est intéressant. Moi, je prends quand je vais parler de ça, je vais parler de la trilogie Louise Weber, Dorothy Arzner et Ida Lupino, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, si vous me permettez. Dorothy Arzner était chez Paramount, d'ailleurs en même temps que Ida Lupino, puisqu'elle était au début monteuse, au début des années 30, et puis elle est passée à la réalisation. Dorothy Arzner n'a jamais, après elle a arrêté la réalisation, elle s'est plus consacrée à la transmission, elle était même enseignante, mais jamais elle n'a monté sa société de production. Jamais, donc, elle n'a revendiqué, on va dire, cette autonomie. Son homosexualité, son lesbianisme était identifié, largement connu à Hollywood. Mais jamais elle n'a monté sa société. Ce qui fait qu'elle est restée, on va dire, Dorothy Arzner, dans l'antre des studios. Elle n'a pas cassé la baraque, en gros. Mais ces films sont très bien, hein, c'est pas du tout un jugement, mais c'est pour vous expliquer. Louise Weber, elle, a fait énormément de films, et elle a monté sa société de production de son propre nom, hein, Louise Weber Productions, où elle a fait des films de fous, qui sont aussi d'ailleurs un peu sur des thématiques, notamment un film sur un docteur, ça pourrait être Dr Middleton, qui aidait des jeunes femmes à avorter, hein, de façon totalement illégale. Donc on est dans les années 10. Et Ida Lupino, je pense que instruite de tout ce double rapport que je vous dis, Louise Weber, qui a été effacé parce que ces films, en fait, ne sont pas, comme on dit, le produit de Hollywood, hein, puisqu'elle a revendiqué son autonomie. Gloria Swanson a aussi été effacée. Et Ida Lupino, elle s'est dit, elle a aussi été effacée, mais elle, instruite de ces exemples, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas appelé sa société Lupino Productions. Qu'elle est passée par le nom de sa mère, Emerald Productions. Donc il y avait une revendication en 1949. Et plus tard le nom de sa fille. Le nom de sa fille, les Pritchett Productions, en 1956, après la fin des Filmmakers, à cause de Collier York. Oui, excusez-moi, mais au début du film, du générique, il y a écrit The Filmmakers présente Ida Lupino Productions. Oui. Oui, parce c'est elle qui produit. Mais les filmmakers, vous voyez, elle aurait pu appeler les Lupino, elle aurait pu appeler Lupino Production, hein, mais elle est passée par un autre nom. Mais c'est aussi dans cette idée de même si c'était elle un peu la star de cette société de production, de s'effacer pour laisser la place au nom qu'elle allait révéler au public. Et plutôt être sur la question du visage inconnu. C'est pour ça que son apparition dans Avant de t'aimer, je crois que je l'avais pas encore vu, Ida, dans Avant de t'aimer au moment des bonnies pour Camélia. Il me semble pas que je le dis dedans. En fait, c'est une infirmière. Et elle est masquée. On la voit pas. Et c'est une infirmière aussi, donc on est en 1945, parce que pendant la guerre, elle était infirmière. Elle travaillait comme infirmière. Mais voilà, j'ai un peu ouvert, mais je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que c'est pour ça que Dorothy Arzner est beaucoup plus, on va dire, identifiée dans le cinéma américain comme réalisatrice
que Louise Weber, par exemple, ou Ida Lupino. Mais voilà, Louise Weber, il y a encore un grand travail à faire. Excusez-moi, je voulais juste compléter ma question avec un... Ouais. Attendez, on va vous passer juste le micro pour que... Juste préciser, j'avais cherché des résultats de box-office de Ida Lupino. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre ses résultats en tant qu'actrice et ses résultats en tant que réalisatrice. Je crois qu'en tant qu'actrice, le gros carton de sa carrière, c'est un film, je crois, de la fin de la guerre qui s'appelle Hollywood Canteen, il me semble. Et en tant que réalisatrice, son plus gros succès, c'est un film, son dernier film, je crois, Dortoir des Anges, qui a été, je crois, dans les 30 meilleures entrées de son époque, alors que dans sa période des années 40, 50, elle était plutôt entre la 150e place ou au-delà de la 200e place en termes d'entrée. Donc je suppose qu'il y avait peut-être un lien avec sa carrière télé, le fait du succès des années 60, alors que dans les années 30, le public était peut-être pas encore assez mûr pour ce genre de cinéma, je ne sais pas. Alors, Dortoir des Anges, c'est un film de 66 chez Columbia. C'est un film de nonnes, donc c'est aussi il profite de cette mode des films de nonnes, même s'il va beaucoup plus loin que le film de nonnes. Sur le box-office, non, ces films avaient du succès. Hein. Ces films avaient du succès. Et ce qui était apprécié dans ces films, c'était justement que les sujets non conventionnels qu'elle traitait, elle le faisait sans compromis. Pour Avant de t'aimer, ça a été fou. Parce que c'est pour ça, après, ça, j'ai un peu en parler pour présenter Outrage, mais je ne vais pas dire grand-chose. Mais Avant de t'aimer coûte $110 000. Donc ça, c'était un peu, c'était un peu l'idée d'entrer dans une autre économie de cinéma. Il rapporte $1 million. C'était un gros succès. C'était un gros succès. Et c'est pour ça que RKO, dirigé par Howard Hughes, va diriger ses regards vers le travail d'Ida Lupino et va proposer une collaboration en 1950 il participe au financement, il distribue le film contre 50% des bénéfices. Ouais, vous voyez bien qu'ils n'auraient pas investi sur une réalisatrice ou sur une société de production qui n'était pas rentable. Donc, elle était... Ida Lupino, on a parlé de son travail, où elle était partout, mais c'était aussi elle qui négociait avec le PCA, le code de production, et elle le faisait vraiment personnellement. Donc c'est cette façon de s'investir qui valait aussi au film de glisser, on va dire, subrepticement sur tous les interdits, et elle a réussi de façon extraordinaire. Donc par exemple, ces films étaient classés X en Angleterre, la plupart. Outrage, oui. Mais aux États-Unis, elle écrivait, oui, mais non, on a des lettres où elle écrivait au censeur. Non, il y avait quand même du succès de ces films. Après, je pense je peux parler de Kinyo Tanaka, qui, elle, quand elle est passée à la réalisation en 1953, eh bien, dans les conditions un peu des studios, c'était qu'elle apparaisse pour qu'ils s'appuient sur son succès d'actrice pour justement ces films. Puis ils se sont rendus compte progressivement qu'il n'y avait plus besoin qu'elle apparaisse, que ces films étaient bons, elle était donc réalisatrice, sans avoir à être là, oui, c'est un film avec Tanaka, de Tanaka, avec Tanaka. Mais donc c'était des films de Tanaka. Et Ida Lupino, c'est pour ça qu'elle apparaît avec en disant j'ai une de Lupino et c'est pas avec Lupino. Donc le film où elle est de Lupino avec Lupino, ça c'est un coup monté de Collier Young. C'est vrai. Il y a d'autres... Ouais, monsieur juste là. Oui, bonjour. Par rapport à... Je reviens sur le personnage de Len, dont vous avez un petit peu parlé, parce que effectivement, lui, il a une posture qui est très très positive, dans le sens où il a pris l'espoir pour lui-même, et quelque part, il a mis ce qui lui reste vraiment pleinement dans le collectif. Il peut
Enfin, quelque part, il ne peut plus vraiment sortir puisqu'il est coincé. Mais ça l'empêche pas de donner. C'est grâce à ce collectif, et c'est notamment grâce à lui qu'elle se reconstruit, qu'elle sort du coup. Par contre, elle sort pour aller à nouveau recevoir les gardénias. Oui. Voilà, et ça quand même, alors je sais qu'il y a l'aspect documentaire polio, parce que c'est un vrai sujet de santé publique aux États-Unis, donc il y a peut-être la raison d'exister du film, enfin quand même, la conclusion est un petit peu, je trouve un petit peu dure finalement, parce que on nous dit c'est un nouveau commencement, on nous dit plein de choses à la fin, je sais pas le commencement de quoi en fait. C'est dur votre question. Len, il dit à aimer, être amoureux. Il dit, voilà, tu m'aimes, enfin en gros, mais t'es pas amoureuse de moi, t'es amoureuse de Guy. Et il a raison. Sauf que, alors, moi je pense, Lupino, elle est évidemment du côté, on va dire, d'aimer. Je pense à Amanda Powers, sur Outrage, qui dit d'elle, elle n'était pas féministe, mais c'était une amie. En fait, elle nous aimait sur les plateaux. Donc voilà, je pense que Lupino, et c'est Jacques Sicily aussi qui a avancé une très belle morale pour Lupino, j'aime beaucoup son expression, c'est la morale de l'amour. Donc je crois que c'est quand Len dit ça, l'amour, c'est en tout cas, par rapport à ce que je disais, ces valeurs alternatives qui sont proposées. Len n'est pas pour moi une alternative romantique pour Carole. Il est un autre moi possible pour elle dans sa reconstruction, dans la façon dont justement Being a Woman lui propose. C'est pour ça que c'est pas genré, c'est pour ça que c'est très beau. Donc il y a quelque chose, et puis il a la paix de l'esprit et il est plein de lui-même. La fin vers Guy, vers le Gardenia. Je vous dis juste que Guy sort de derrière un camion, j'en dis pas plus, vous comprendrez pourquoi. En fait, c'est pas forcément. Alors, c'est une fin conventionnelle, c'est le happy ending hollywoodien, mais quand même, Ida Lupino est anti-hollywoodienne. Donc, elle va faire grincer cette fin, elle va la faire, et probablement c'était une contrainte, mais aussi par rapport à ce que vous dites, où il faut donner une note d'espoir, et pas être dans le désespoir. Mais tout l'environnement ontologique sur la question de l'être du film répond sur, vous savez, quand elle dit je vais être aussi complète que toi, et qu'à ce moment-là, on voit qu'elle a assimilé comme le personnage de Rita Lupino dans Avec T'aimer, la domination patriarcale où voilà, une femme est un être incomplet, on se souvient de Freud, une femme est un homme manqué. Et là, ce discours, elle l'a intégré, et elle dit je vais être aussi, et pour elle, Guy est un être complet. Et puis après, elle dit à Len, aide-moi à être une femme. Il dit non, tu vas être une femme toute seule. Donc il y a aussi ce rapport de sacrifice de Len qui lui dit c'est pas dans, on va dire, la relation binaire, c'est pas là où tu vas t'accomplir. Tu vas toi-même, tu es un être plein de toi-même. Donc je crois qu'il y a ça, et il va se compléter, Len, avec le docteur Middleton, qui est un très beau personnage, qui rappelle le personnage, je pense que c'est le même acteur, donc il rappelle forcément le procureur de Avant de t'aimer, qui dit on peut pas être... Pardon, aussi l'actrice, enfin celle qui est dans la maison de Murphy, dans notre Antide, c'est ce type de personnage aussi. Ouais. C'est cette femme qui supervise et qui est extrêmement douce et qui conseille. Exactement, oui, exactement, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est ce qu'il dit, on n'est pas là pour... alors ça oui, j'en ai pas beaucoup parlé. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous aider. Et donc, sur l'institution, en fait, on pourrait voir toute l'œuvre d'Ida Lupino comme une défense de l'institution. Elle était rooseveltienne, Lupino. Et peut-être vous savez, mais Roosevelt était atteint de la polio.
Et donc c'est lui qui a fondé les instituts. C'était pas la polio en fait. C'est... Non, c'était une maladie neurologique. Vous êtes sûr? Ah oui, sûr. Parce qu'il y a une ambivalence. Non, mais en tout cas, c'est... je suis pas sûr que c'était le syndrome de Guillain-Barré, mais peut-être. En tout cas, c'était pas la polio. Moi, je crois... On a longtemps, effectivement, eu ce discours sur le fait que avait la polio. Je suis pas... Enfin, voilà, j'entends, je sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui a fondé les instituts qui étaient proches et Ida Lupino, comme Rooseveltienne, elle va défendre toutes les institutions. Et donc, tous les personnages qui sont représentants de l'institution sont des personnages bienveillants, qui sont dans cette question de la régénérer les valeurs et qui sont soutenants et qui sont dans cette conscience nécessaire de la vulnérabilité de l'autre pour faire progresser la société. Donc Laine, il appartient à ce tissu, vous voyez, et forcément il est du côté de Lupino. Et c'est ce qui va, c'est lui vraiment qui va faire que Carole s'émancipe. En fait, c'est vraiment lui l'acteur qui va lui permettre de penser. Ça, c'est aussi important chez Lupino. C'est un autre débat sur la question du féminisme dans son œuvre et la grande dispute avec les féministes entre son œuvre et les féministes dans les années 70. Mais c'est Laine qui fait comprendre par son... c'est pas qu'il lui va modeler, car il ne va pas la transformer, c'est pas ça. Mais il lui offre une image, un autre moi, il lui propose un autre moi où elle va pouvoir accepter qui elle est et se reconstruire elle-même. Et à la fin, elle va aller sur la fin donc, conventionnelle, elle va se diriger vers Guy. Donc nous, on a Guy qui dit oui, viens bébé, mais c'est elle qui marche. Et c'est ça qui est important, c'est ce trajet. Et c'est, vous voyez, en parlant avec vous, comme ça que je comprends aussi la présence du caméo d'Ida, qui marche aussi. Et elle dit, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas lui là qui est là avec Gardenia. Regardez, elle marche. Hein. C'est elle qui accomplit le destin. Donc c'est à ce moment-là, sa passivité est action. Et c'est très fragile hein, comme moment, hein, mais c'est ça, c'est l'émergence exacte de cette conscience où la passivité devient une force, devient action et permet au personnage de s'émanciper et de vivre avec lui-même. Et là, c'est plus la question est-ce que je suis complète, est-ce que je suis incomplète, c'est je suis moi, hein, je suis ce que je veux être. C'est vrai que moi je l'ai vu comme ce qu'il y avait le discours du médecin avant, qui est toujours c'est à vous de faire les gestes en fait. Et effectivement, là pour le coup, il est effectivement le fait de ne pas aller vers elle, il la laisse faire. En fait, il la laisse. C'est pas seulement choisir, c'est il la laisse retrouver quelque chose. C'est ça. J'ai pas une vision très romantique à ce moment-là. Ça me semblait être la prolongation un petit peu aussi du discours médical. Quelque part, il faut que tu fasses les pas, toi. Oui. Ouais. Non mais je peux pas vous parler trop de cette fin. D'ailleurs, c'est le film, pardon, mais elle filme aussi la violence du monde extérieur à ce moment-là. Ah ben oui. On la voit presque. Elle voit toutes les personnes. Elle est prête à tomber. Les personnes qui marchent normalement, qui portent un canapé, Elle est en prise aussi. Elle frôle les murs, bien sûr. Je ne peux pas vous parler trop de cette fin parce qu'il faudrait que je la ligne sur toutes les fins de ces films. Parce qu'il y a quelque chose, et j'ai pas envie de spoiler les films, pour que vous puissiez continuer à les voir. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Ida Lupino, elle va agencer. C'est une metteuse en scène extraordinaire, une réalisatrice extraordinaire, parce qu'elle va agencer tout, de l'écriture à la direction actorale, à la musique, la lumière, des costumes, des corps, tout pour ouvrir la fin. Pour ouvrir la fin et faire de fins hollywoodiennes des fins anti-hollywoodiennes. Vous voyez, de travailler toujours dans un entre-deux. Et ça, c'est donc c'est ce que Yankelevitch appelle la position aventureuse. Elle n'est pas aventurière d'Hollywood, elle est aventureuse. Elle est toujours sur le seuil.
Et toujours, elle peut passer là, et c'est là où est la zone en fait de liberté et de création qu'elle n'a de cesse de créer au sein de ses films pour ses personnages, puisque son propos, c'est vraiment de modifier notre regard sur l'humain, de vraiment son cinéma est un cinéma didactique d'une certaine façon, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle croit dans le pouvoir des films pour transformer les consciences. Et ça, c'est très beau. Tout est construit de cette façon. J'ai pas dit Moser. Je peux le dire, Moser? Oui, vas-y. Parce que j'ai pas dit cette grande injustice qu'a vécu Lupino pour moi. Il y a eu une rupture avec les féministes des années 70, notamment Molly Haskell. Je ne sais pas si vous connaissez Du lait ou Avilie à l'écran, La femme à l'écran, de Greta Garbo et Jane Fonda. C'est un ouvrage vraiment intéressant, très important, qui s'arrête en 72-73. Molly Haskell était une critique américaine, féministe, et qui donne à revoir toute l'histoire hollywoodienne. Et donc, on va peut-être revenir à ce que vous disiez, en parlant d'Ida Lupino, elle dit autant ces personnages, les personnages qu'elle incarne donc à l'écran dans les films de réalisateurs, là je genre, eh bien sont des personnages forts qui apportent, qui émancipent le spectateur et la spectatrice. Autant les personnages dans ces films sont des personnages passifs qui se laissent totalement faire. Et c'est éclairé, si vous voulez, par ce qu'on appelle le revenge film des années 70, où la femme, comme cette fin que vous dites, c'est la vengeance. Et puis le fait que l'action se signale dans la loi du talion, pour œil, dent pour dent. Et donc, Ida Lupino a été par là passée, et aussi parce qu'elle a dit un jour... elle a dit la réalisation est un exercice d'autodiscipline que je conseille à toutes les femmes. Et ça, c'est pas passé, et on comprend parfaitement que ça passe pas. Mais j'ai éclairé cette parole par rapport à ce que j'ai dit à la fin de la présentation de Faire Face, c'est la question de la survie professionnelle. Et cette position aventureuse. Elle est à la fois réalisatrice, donc elle est dans ce milieu d'hommes où c'est complexe, il s'est dit, et puis elle est aussi, il faut qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. Donc elle va faire des concessions pour faire des films sans compromis. C'est peut-être ça qui définirait. Bon, pour Moser, c'est Sally Forrest qui lui a, donc c'était aussi un reproche de Molly Haskell, bien sûr, qui était connu, et Dortoir des Anges, sur le fauteuil de réalisatrice d'Ida, il y a marqué Moser supérieur. Donc c'était son double dans le film, c'est Rosalind Russell qui joue la révérende mère. Et donc c'est Sally Forrest en 49, donc 10 ans d'écart, qui donne à Ida sur le plateau le surnom de Moser. Alors il y avait une relation gémellaire, une relation filiale entre elles aussi, mais pas tant que. Et c'est longtemps, c'est quoi cette affaire de Moser? Et puis c'est dans cet ouvrage où j'ai trouvé la réponse, où Ida raconte que en fait elle utilisait une autorité par détour. Et finalement, Sally Forrest, de façon sororale, lui a permis, en lui donnant ce surnom sur le premier plateau, où elle était quand même avec Elmer Clifton, Ziegler, Collier Young, et il fallait qu'elle trouve sa place. Sally Forrest, on lui a probablement donné le surnom de Moser pour cette raison. Donc Moser, c'était quoi? C'était si, donc vous avez compris, l'éclairage par exemple, si je trouve que l'éclairage, si je suis Ida et que l'éclairage n'est pas formidable ici, si je ne veux pas forcément me casser la jambe en montant pour modifier la direction des spots lumineux, je vais aller voir l'éclairagiste qui n'a pas du tout l'habitude qu'une femme lui dise ce qu'il faut faire. Alors, vraiment, c'est pas de la méchanceté, c'est pas l'habitude.
n'ont pas l'habitude d'obéir à une femme, qui était de surcroît une actrice. Elle continue sa carrière, en 50, elle est actrice, elle joue dans L'Araignée, par exemple. Donc, elle dit, l'autorité par détour, c'est « Excuse-moi, peut-être la lumière, on pourrait un peu l'améliorer. Elle est vraiment très bien comme elle est magnifique, mais peut-être, si on la change, si on oriente un petit peu comme ça, peut-être ce serait pas mal pour l'idée de la scène. Bon, c'est un peu l'idée que j'ai, peut-être ça. Et donc, c'était could you use that for mother, for mommy. Est-ce que tu peux faire ça pour maman? Et là, l'éclairagiste, il y avait quelque chose qui se passait, qui faisait. Il y avait bien évidemment une conscience, tout le monde percevait les choses, mais il y avait en tout cas une mécanique, on va dire, de l'autorité différente, l'autorité par détour, qui faisait qu'elle obtenait la lumière qu'elle voulait. Vous voyez? Et donc, ce surnom, Mother, ça dit beaucoup de la façon dont Ida Lupino était en survie professionnelle. C'est-à-dire que c'était tout son travail. En plus de faire ses films, comme vous voyez le magnifique Fairfax, je ne sais pas si vous l'avez aimé, moi je l'aime infiniment, en plus de faire, il fallait qu'elle soit une fine stratège pour mener ses plateaux, en douceur, pour que les actrices soient notamment, et les acteurs soient vraiment soutenus, qu'elle ait une réalisation soutenante, parce qu'elle ne voulait pas de cette violence, qu'elle connaissait parfaitement Hollywood pour l'avoir vécu, et en même temps pour obtenir finalement les codes ou le langage cinématographique qu'elle voulait renouveler pour permettre justement que la représentation des êtres humains soit modifiée à l'écran pour transformer la société. Alors, on va prendre une dernière question, madame, tout en haut. Vous pourriez nous donner le titre du livre que vous venez de montrer, s'il vous plaît? C'est en français, je crois. Ida Lupino, Beyond the Camera, by Ida Lupino with Marianne Anderson. Et Marianne Anderson, c'était une proche d'Ida Lupino à la fin, dans ses derniers jours, qui allait la voir, et qui a recueilli, en fait, sa parole, et qui, donc c'est expliqué dans l'introduction, et qui transcrit, retransmet, donc il y a des citations directes, il y a justement aussi tout ce récit de sa vie selon son point de vue, avec ses différents maris, où on apprend par exemple que Howard Duff, elle n'a jamais eu de chance, Ida Lupino, sur ses maris. Et voilà, donc elle rentre un peu dans l'histoire. Il y a Louis Hayward, avec qui elle se marie en 1938, qui la quitte quand il revient de la guerre en 1945 de façon très violente. Il y a Collier Young, donc elle se marie avec lui en 1948, et puis Joan Fontaine était la meilleure amie d'Ida Lupino, enfin, qui était proche, pas la meilleure amie, et il se met à flirter avec Joan Fontaine. Ida Lupino rencontre Howard Duff, que vous avez vu hier. Howard Duff dans, je suis le titre du film, dans Femme en prison. Mais oui, ça c'est génial, Femme en prison en 1955. Allez voir Le Grand Couteau, parce que c'est l'autre Ida Lupino. Femme en prison, vous savez pourquoi elle fait ce film? Pour aider Howard Duff, qui est le médecin dans Femme en prison. Et donc Howard Duff, donc Collier Young va avec Joan Fontaine. Ida Lupino rencontre Howard Duff sur le tournage de L'Araignée. Pardon, mais Bigamiste s'en inspire, et s'en retrouve Joan Fontaine dans Bigamiste. Évidemment. Encore une fois, une correspondance, un lien autobiographique. Et oui, et elle a un enfant en 52 avec Howard Duff. Et puis en 53, Collier Young, mécontent, fait Bigamiste, où il raconte l'histoire d'un homme avec 2 femmes. Joan Fontaine incarne une des femmes avec qui il est, et c'est Lupino. C'est Joan Fontaine qui demande à Ida Lupino de jouer l'autre femme. Et c'était difficile pour Ida Lupino. Elle a demandé 2 chefs opérateurs différents,
Mais elle a dit, j'aurais dû demander deux réalisateurs, quoi. Enfin, il y aurait dû y avoir quelqu'un qui l'aide, c'était infernal. Et donc, en plus, Collier Young, en plus de lui infliger ça, eh bien, il décide de distribuer lui-même Bigamy. C'est normal, c'est le film qu'il avait écrit. Donc, il décide de distribuer. Ida Lupino n'était pas tout à fait d'accord, donc tout ça, on va l'apprendre aussi dans ce livre, où c'est expliqué même par des courriers, et elle n'était pas tout à fait d'accord, il ne l'écoute pas, et puis c'est la ruine de filmmakers. C'est pour ça qu'en 1954, vous allez voir Brigade criminelle, qui est réalisée par Don Siegel, où Ida Lupino joue, mais c'est elle qui devait réaliser Brigade criminelle. Et elle a dit non. Je recommence pas. Donc c'était vraiment une mauvaise expérience. Après, avec Don Siegel sur le plateau, il y a eu d'autres histoires qu'on pourrait raconter, mais on n'a pas filmé. Et en 1955, elle fait Femme en prison pour... vous avez vu le rôle qu'elle a? Vous l'avez vu hier soir? Et elle fait ça pour soutenir, elle en a fait plusieurs, pour soutenir Howard Duff. Mais lui, en fait, il la trompe dès 56. Alors, elle fonde quand même avec lui, elle veut y croire Bridget Productions, avec sa fille. Elle veut croire, et ça, dans Un grand couteau, c'est extraordinaire, où c'est un peu, il y a quelque chose qui se raconte sur la relation à Hollywood. Pas plus, mais c'est le film jumeau, en fait, de Femme en prison. Le grand couteau, et Aldrich était le réalisateur duquel elle sentait la plus proche, et elle va soutenir Duff comme elle peut, et elle va travailler. Elle travaille à la télévision, elle s'épuise, elle travaille énormément pour soutenir les frasques de Howard Duff. Donc ça, vous voyez, on a cette histoire-là dans ce livre qui nous permet de vraiment aller vers ce qu'on appelle le cinéma vécu et comprendre aussi, moi ce qui m'intéresse dans le cinéma vécu, c'est ce que vit une personne au moment où elle fait le film. Et là aussi, c'est dans ce sens que je pense beaucoup à Kinuyo Tanaka, qui elle fait La lune s'est levée, et puis elle doit aller jouer, parce que Mizoguchi, vous ne savez peut-être pas, mais Mizoguchi s'est opposé au passage à la réalisation de Kinuyo Tanaka, il disait qu'elle était analphabète. Et il fait l'intendant Sencho avec elle, et je ne sais pas si vous avez vu l'intendant Sencho, à la fin, il lui coupe le tendon. Donc, on a ce rapport-là, c'est-à-dire elle joue un rôle, Tanaka, à ce moment-là, et on peut voir comment vous pouvez transposer sur Lupino, elle joue un rôle en sachant, c'est-à-dire elle incarne, elle interprète en sachant tout cela, c'est-à-dire que nous, on habite cette conscience. Et ça va énormément renforcer l'idée qu'elle défendait, qui était de la complexité des personnages. Et la complexité des personnages, elle s'enracine dans la conscience aussi de l'actrice, de la femme, de son vécu. Et on comprend beaucoup mieux sa filmographie et comment ses films se répondent de cette façon. Viola, merci beaucoup. On se retrouve à 18h30. Donc restez, ce sera ici dans une heure. Merci beaucoup, Isaac. Merci.